certainement, nous allons certainement être plus nombreux d'ici quelques minutes et je propose que nous démarrions. Un petit mot d'accueil à tous et un petit mot de présentation de l'IEAM, si vous voulez bien, avant de démarrer. Je suis Emmanuelle Dupart, pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a quelques personnes parmi les participants qui ne sont pas des membres de l'IEAM et qui se sont inscrits pour la première fois à nos matinales. Je les salue, je leur souhaite une bonne année, ainsi qu'à celles et ceux qui sont présents et qui sont fidèles à nos rendez-vous. Et je vais leur dire un petit mot de notre association pour qu'elles nous connaissent mieux. Nous sommes une association d'experts, d'arbitres et de médiateurs qui animons les activités d'expertise, d'arbitrage et de médiation. Pour ce qui est de l'expertise et de la médiation, nous les animons tant sur un plan conventionnel, contractuel que sur un plan judiciaire, avec des relations assez fortes avec les tribunaux d'Île-de-France. Et nous avons des activités de formation également dans les domaines de l'expertise et de la médiation, outre les activités proprement dites. Nous serions heureux de vous parler plus amplement de notre association si certains d'entre vous étaient tentés par l'aventure de nous rejoindre. Nous accueillons aujourd'hui Madame Vanessa Badré, que je remercie d'être ici présente. Vanessa Badré, je vous dis un petit mot que vous pourrez compléter, bien sûr, et surtout corriger si je suis dans l'erreur sur certaines informations, à propos de certaines informations, pardon. Vanessa Badré, vous êtes juriste, historienne de l'art, vous êtes maître de conférence à l'American University de Washington. Vous êtes une Française du monde, ayant vécu à Paris, à Londres, à New York et à Washington, D.C. Vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art de la Sorbonne et d'une maîtrise de droit des affaires et de droit fiscal de l'Université d'Assas. C'est dire vos connaissances éclectiques dans de nombreux domaines. Vous avez travaillé pendant plus de 10 ans en qualité de juriste spécialisé dans les ressources humaines pour de grandes entreprises industrielles françaises et étrangères. Ensuite, vous avez fait une seconde carrière aux États-Unis en tant qu'historienne de l'art. C'est donc une nouvelle vie. Et vous êtes depuis membre de l'American University de Washington, D.C., comme je l'ai dit en introduction. Vos travaux de recherche portent sur l'amélioration de la qualité de la prise de décision, notamment, ainsi que de l'analyse de certains problèmes. Vous utilisez l'histoire de l'art occidental pour apporter un nouvel éclairage sur les enjeux business, management et gouvernance. Vous nous apprenez que l'art ouvre des chemins de connaissances pour aborder la résolution des différends et que les images et les artistes, dans leur processus de création, ont beaucoup à nous dire. Aujourd'hui, vous intervenez dans une matinale de l'IEAM que nous avons intitulée « L'art de médiation, la médiation dans l'art ». Et nous allons vous écouter avec intérêt, sur un thème qui est un véritable rafraîchissement pour nous, puisque nous allons sortir de nos sentiers traditionnels. Nous vous remercions encore une fois de votre participation. Je vais donner la parole à Jocelyne Canetti, qui est la présidente de notre commission communication et qui a la lourde responsabilité de l'organisation de nos matinales et qui a été pour cette matinale aidée par Hubert Dalverny, à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Hubert qui va nous animer avec Vanessa Badré la présentation de ce matin. Je coupe mon micro et je donne la parole à Jocelyne. Bonjour Madame Badré, bonjour à tous. La commission communication organise donc ces matinales. Encore une fois, nous sommes près de 45 personnes connectées ce matin et on est avides de vous écouter. J'ai visité une exposition ce week-end, Morozov, pour ne rien vous cacher. Il y avait quelques médiateurs et ça a résonné dans ma tête encore plus que d'habitude, puisque je me suis dit qu'on allait m'expliquer tout ce rôle de médiateur dans l'art et l'art de la médiation. La prochaine fois, ça sera le deuxième mardi de février, comme tous les mois.
Et ça sera Madame Roard-Messager qui viendra nous parler de l'injonction pour la médiation. On a déjà eu ça avec Fabrice Vert, mais c'est intéressant, quelques mois après, d'y revenir. Et donc Yves Levièvre. Pardon. Et ça sera très intéressant d'y revenir avec elle le 8 février, je crois. Je passe la parole à Hubert qui vous a très gentiment invité et c'était très pertinent. Donc Hubert, à toi. Pardonnez-moi, une toute petite intervention pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas Hubert que Hubert Dalverny est membre de notre conseil d'administration. Et maintenant, je rends tout de suite la parole à Hubert. Bonjour à tous. Non, je vais être très rapide parce que mon temps de parole n'a absolument aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter Vanessa Badré qui a des tas de choses à nous dire absolument passionnantes. J'en ai déjà eu l'occasion de le vivre sur nos sujets, les sujets qui nous intéressent tous. Voilà, je me tais. Vanessa, c'est à toi. Écoutez, bonjour à tous, je vous remercie de votre invitation et je vais tout de suite passer sur la première image pour que vous ayez quelque chose à regarder pour m'écouter. Quand on parle de médiation, d'abord je vous remercie de m'inviter à vos travaux. Je vais vous parler de ce que vous connaissez extrêmement bien puisque c'est votre métier. Les œuvres d'art peuvent en fait apporter de l'eau à votre moulin. En tous les cas, elles peuvent éclairer votre réflexion et elles peuvent vous permettre de réfléchir d'une autre façon à ce qu'est le cœur de votre métier. Alors, pour commencer, j'avais deux idées que je voulais vous partager. D'abord, la première, c'est que la médiation, en fait, c'est inviter à voir les choses, les objets, les questions, les process, les hommes sous un autre angle. Donc, avoir un changement de perspective parce qu'il va y avoir celui de votre client, celui de la partie adverse, de la partie opposée, et puis le chemin qu'il faudra faire ensemble pour arriver à une solution qui sera acceptable et surtout adoptée, acceptée par les deux parties. Donc, une première idée qui est celle d'avoir une autre perspective sur les choses, de voir les choses sous un autre angle. Et une deuxième idée qui est celle de la confiance, puisqu'en fait, pour arriver à un accord, cet accord n'est possible que s'il est fondé, s'il est éclairé par la confiance. On parle de la société de confiance, mais en fait, la confiance, elle régit tout rapport entre les hommes, qu'il soit économique ou judiciaire. Donc, première idée qui est celle de voir les choses sous un autre angle. Et pour cela, je vous invite à regarder cette très belle œuvre de Monet, qui est une régate à Argenteuil qu'il a fait en 1872. Donc, on imagine bien que Monet, lorsqu'il s'intéresse à ces reflets sur l'eau, à la palpitation de l'air, de la lumière, enfin, c'est tout ce qu'on raconte, et nous, en tant que Français, qu'on connaît par cœur sur les impressionnistes, et d'ailleurs, on s'aperçoit, je ne vais pas dire partout dans le monde, mais en tous les cas, les collections impressionnistes, elles sont présentes dans tous les grands musées du monde, et notamment aux États-Unis, dans lesquels j'ai beaucoup voyagé, parce qu'on les a traversés d'est en ouest, on y a vécu pendant de nombreuses années. En fait, dans tous les musées des États-Unis, il y a une salle impressionniste. Ce sont des peintres qui ont eu une énorme production et qui ont été beaucoup achetés, beaucoup collectionnés. Donc, on utilise l'art occidental et l'art européen français du 19e, mais en tous les cas, ça a vraiment imprégné tout l'Occident, et puis même en Asie aussi, il y a des collections impressionnistes. Donc, dans ce tableau, Monet qui peint l'eau, les reflets des barques et des bateaux de course sur la Seine, on les voit avec un double reflet, enfin on voit les voiles qui se reflètent complètement à la verticale et qui tracent cette longue ligne verticale, eh bien on imagine qu'il l'a peinte, cette toile, en étant sur la berge. Il s'est rapproché le plus possible de l'eau. On voit encore dans cet autre tableau, on est toujours à Argenteuil, parce que c'est l'endroit où il séjournait, encore des bateaux, encore les reflets sur l'eau, et puis un pont de chemin de fer où circulent
on voit un train. Il s'intéresse à la modernité, à la vie contemporaine, en étant vraiment plongé dans l'actualité. Ce n'est pas un peintre qui a fait des nus de déesses, qui s'est intéressé à la mythologie, à la grande histoire. Il est vraiment plongé dans le contemporain, dans la modernité, ce qui est bien le rôle du médiateur, qui est vraiment absolument immergé dans ce qui se passe. Et c'est exactement ce qu'a fait Monet. Monet, il était très ami, donc encore une régate à Argenteuil, pour vous approcher le plus possible du bord de l'eau, vous êtes sur la berge. Et il était très ami avec un artiste, Manet, qui était un peu plus âgé que lui. Et Manet, en fait, il a une touche sur ses tableaux qui est aussi très impressionniste. Lui, il passait ses vacances en face, à Gennevilliers. Il avait été invité par Manet à passer l'été là. Et cet été, c'est l'été qui a suivi la première exposition impressionniste. Alors, ce qu'on sait, vous le savez, mais je le rappelle quand même, les impressionnistes, ils n'ont pas choisi leur nom. C'est un nom qui a été attribué par un critique qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette impression soleil levant ?» En fait, ils sont incapables de peindre. Et en fait, ce nom leur est resté. Mais eux, ils s'étaient appelés la Société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Et ils avaient été rejetés des expositions officielles du salon. Et le photographe Nadar leur avait prêté le haut de son atelier, Boulevard des Capucines, pour qu'ils puissent présenter leur travail. Manet, lui, qu'on voit ici, malgré ses liens d'amitié avec Monet et avec les autres impressionnistes, avait toujours refusé de participer à cette exposition, puisqu'en fait, lui, il avait déjà une certaine renommée, une certaine notoriété. Il avait été admis à exposer au salon, il y avait même reçu quelques honneurs. Par exemple, l'Olympia, elle avait été exposée au salon, elle avait été moquée, elle avait été huée, mais en tous les cas, elle avait été exposée au salon. Et puis, il y avait toute une série de tableaux qui avaient aussi été acceptés au fil des années. Et en 1873, juste la veille, l'année qui précédait l'exposition impressionniste, Manet avait eu un tableau qui s'appelait Le Bon Boc, qui avait eu un grand succès au salon. Donc, il n'était pas question pour lui en termes de marketing, de communication, de s'associer avec une bande de renégats, enfin une bande de gens qui étaient vraiment en train de crier famine et qui n'avaient pas de public. Cependant, il est très ami avec Monet. Il vient à Argenteuil et il va faire on connaît 3 tableaux de cette période d'Argenteuil où il s'intéresse au même sujet, c'est-à-dire la représentation de l'eau et des bateaux. Donc ici, un tableau dont on pourrait parler très longtemps avec les lignes, la composition, les lignes qui se coupent de façon perpendiculaire. On voit la ligne des rayures de la robe de la dame, la ligne horizontale des rayures de la tunique du rameur, les lignes verticales des mâts qui se coupent avec la ligne horizontale du bord du bateau. Donc, en fait, un tableau qui est extrêmement composé. Un autre tableau très connu de la même période, de Manet, qui est venu à Gennevilliers en face d'Argenteuil. On passe l'été, où là, une composition très intéressante, puisque pour la première fois, c'est tout à fait nouveau, il n'y a pas de ligne de l'horizon. On est vraiment immergé dans le tableau, complètement plongé dans l'eau, avec un angle de vue qui est très original, où on voit que, en fait, c'est un batelier, c'est un rameur, là, c'est plutôt un skipper, parce qu'il a la barre du bateau, et on voit la voile qui est juste, vous voyez, en triangle dans un coin du bateau. Toutes ces images, je vous les montre pour arriver à celle qui m'intéresse le plus. C'est que dans cette série de Manet, invité par Monet, entre Gennevilliers et Argenteuil, Manet va nous montrer son ami en train de peindre. Et où va Monet? Où va le médiateur pour avoir un nouvel angle de vue sur une affaire? Il va de l'autre rive. Il va de l'autre côté. Il va au milieu de l'eau. Parce qu'en fait, si Manet a pu montrer l'eau, l'air, la lumière d'une façon aussi innovante,
aussi éclairante, aussi touchante, c'est parce qu'il a quitté la rive. Le peintre, au moment de la peinture impressionniste, c'est le moment où on a développé la peinture de plein air. Donc d'abord, on a fait un pas vers l'extérieur. On a quitté l'atelier, on a pu peindre en plein air parce que grâce à la technique, on pouvait avoir de la peinture dans des tubes métalliques, donc on pouvait la transporter. Et on a construit des chevalets qui permettaient de poser des chevaliers portables, parce qu'évidemment, les peintres ont toujours eu des chevaliers dans leur atelier, mais c'était des chevaliers qui étaient pliables, qui étaient portables, qui étaient légers, qu'on pouvait mettre dans un sac à dos. Donc, en fait, Manet, Monet sont partis dehors, ce qui était déjà un grand changement, mais Monet est allé encore plus loin et il a acheté de seconde main un bateau qu'il a transformé en bateau atelier. Et ici, Manet nous montre son ami peignant dans son bateau atelier avec sa femme. Et donc, il y a vraiment une mise en abîme puisqu'il y a un tableau dans le tableau. J'ai choisi en fait cette image parce qu'elle me paraissait très intéressante pour penser de façon différente votre métier de médiateur. Puisqu'il y a une affaire qui vous arrive et j'imagine, enfin, je pense que ce tableau de Manet est une invitation à quitter la rive, à aller de l'autre bord, sans forcément être biblique et citer l'Évangile, mais c'était vraiment une invitation à voir les choses différemment, à avoir un autre point de vue. Et d'ailleurs, même Monet s'est intéressé à son bateau, puisqu'il en a fait un petit portrait, le portrait de son bateau atelier, où il va lui-même pour peindre l'eau et l'air et les reflets de la lumière sur l'eau, en étant vraiment au cœur du sujet. Maintenant, une autre façon de voir les choses sous un angle différent, puisqu'en fait, c'est vraiment l'axe que j'ai choisi, puisque je ne connais rien à la médiation, mais en tous les cas, je pense que ces images, elles peuvent apporter de l'eau à votre moulin et elles peuvent vous inviter à réfléchir sur votre métier. C'est une image, une photo d'un collectionneur, évidemment, et d'un marchand de tableaux extrêmement célèbre qui est Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, il est vraiment associé à Cézanne, à Picasso, enfin, il a vraiment lancé tous ces artistes avec une méthode que certains, il était très aimé de ces artistes, mais c'était un marchand qui avait une matière très, très dure de faire son travail, puisqu'en fait, par exemple, Cézanne, il achetait les ateliers par stock, des dizaines d'œuvres à la fois, pas très très cher, et puis ensuite il les diffusait, il faisait monter la cote de l'artiste qu'il a fait pour Cézanne en vendant les toiles au compte-gouttes. Et puis à la mort de Cézanne, après 1905, il les a vraiment, parce que la mort de l'artiste c'est toujours déclenche la cote de façon fulgurante, et il a bâti une très belle fortune avec cette façon très très pensée de diffuser les stocks. Donc là, nous avons une photo d'Ambroise Vollard. J'ai mis cette photo, il y en a eu pas mal, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle est au centre Pompidou. Si vous voulez aller la voir en vrai, vous pouvez. Mais on voit bien sa tête avec son crâne chauve, sa barbe et son costume, toujours une veste. Eh bien, il y avait plusieurs façons de faire des portraits de Vollard. Là, je vous montre un portrait de Vollard par Cézanne. On le reconnaît bien. Il est plus jeune, donc sa calvitie n'est pas encore complètement visible, mais on le voit bien avec sa veste. On reconnaît sa veste, on reconnaît son nez qui est un peu fort, mais on reconnaît bien Ambroise Vollard par Cézanne. Et on reconnaît bien la touche de Cézanne. Oui, je vous ai mis le tableau de la montagne Sainte-Victoire. On reconnaît bien sa touche bien carrée. Et puis, je vous montre maintenant deux portraits d'Ambroise Vollard par Picasso en 1915 et en 1910. Et vous voyez ici que dans le tableau de droite, Picasso nous montre Ambroise Vollard de façon très traditionnelle, à la façon de Ingres, et d'ailleurs Picasso s'est réclamé de Ingres en disant « je vais vous faire un portrait à la façon de Ingres ».
Et puis ici, j'ai choisi ce portrait d'Ambroise Vollard parce qu'on peut le voir en ce moment à la Fondation Louis Vuitton, puisqu'il est dans la collection Morozov. Et j'aime bien toujours montrer, avoir dans mes présentations un tableau d'une exposition, en tous les cas, qui est facilement accessible si on habite à Paris, par exemple, en ce moment. Et là, vous voyez que le portrait de Vollard est un portrait cubiste à multiples facettes où on reconnaît Vollard avec son grand crâne qui est là complètement développé, puisque Picasso voulait vraiment insister sur le côté très intellectuel et très intelligent de Vollard. On voit son front qui est multiple à facettes, complètement décomposé. On remarque bien son nez qui est déplacé de côté, un peu décalé. On reconnaît sa barbe et puis même un esprit de pipe qui est là, parce que Ambroise Vollard fumait la pipe, et on imagine son costume. Donc, je trouvais que ce tableau d'Ambroise Vollard était intéressant puisque vous, médiateurs, vous êtes obligés d'aller voir, d'aller décomposer les facettes de vos interlocuteurs, de vos dossiers, puisque j'imagine que vos clients, que la partie adverse, vous présentent un dossier et une affaire de la façon qui est la leur, sous leur propre angle. Et en fait, vous êtes invités à aller décomposer, à aller voir sous un autre angle, à aller vous mettre, à essayer de voir ce qu'il y a derrière ce qu'on essaye de vous montrer du discours qu'on veut vous faire croire, vous faire accroire. Il faut aller au-delà de cette image pour en faire le tour. Et c'est ce que nous a montré Pablo Picasso ici. Oui, on peut peindre Ambroise Vollard de cette manière-là, qui est beaucoup plus classique, mais moins psychologique. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? On ne le sait pas. Tandis qu'avec ce portrait cubiste, eh bien, on a une façon plus intéressante et qui va plus au fond des choses. Un autre tableau de Picasso où on voit à peu près de la même époque, 1909-1910, qui est inspiré de Cézanne encore, puisque Cézanne en fait avait dit moi je pense qu'on peut représenter la nature grâce à la géométrie avec des cylindres, des parallélépipèdes, des cubes, des triangles, des cônes, puisque le cône, le parallélépipède, le cylindre, ça vraiment donne la troisième dimension de la profondeur. Eh bien, avec ces formes, on peut avoir une possibilité de représenter la totalité de la nature. Eh bien, nous avons ce travail qui est fait sur la forme, sur la décomposition et sur l'appréhension de la réalité, du monde qui nous entoure à travers ces formes géométriques. Et le médiateur, il est obligé, quand il avance en partenariat, il avance avec les parties prenantes, les parties qui sont là à l'affaire. Et si on peut avancer dans le dossier, c'est que en fait, on fait un pas de plus, un pas qui nous amène là où on ne pensait pas qu'on pourrait aller, un pas qui force à oser, à avoir de l'audace, à aller de plus en plus loin. Et c'est exactement ce que Picasso et Braque ont fait pendant une période de quelques années, où ils sont allés toujours plus loin dans la décomposition, dans le démantèlement de l'objet, de la personne, de l'environnement, où ils sont allés encore plus loin dans la décomposition. Donc là, par exemple, un homme et une guitare, c'est en fait admettre la complexité des choses, admettre la complexité des affaires, et en fait, puisqu'on travaille l'un avec l'autre, vous travaillez avec les parties prenantes, vous travaillez avec peut-être les avocats des uns et des autres, donc on arrive à faire des pas
qui vous amène vers ce qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre. Par exemple, ici, Pablo Picasso et puis Braque, ils se retrouvaient tous les jours dans des cafés ou dans leurs ateliers. Ils s'échangeaient, ils se montraient le travail qu'ils avaient fait pendant la journée avec des collages. Ils allaient chaque fois plus loin. Là, par exemple, c'est un assemblage ici, la naturemorte à la chaise cannée, où pour la première fois, Picasso a ajouté un collage qui était à papier peint avec une représentation de chaise cannée. Et puis, Braque, lui, il a continué avec cette nature morte, où là, il a utilisé, il le raconte très bien, un papier autocollant qui représente un parquet, en fait, qui représente du bois, sur lequel il a dessiné au fusain. Et donc, Braque disait lui-même, nous étions avec Picasso comme dans une cordée en montagne. C'est-à-dire qu'on avançait pas à pas chaque jour parce qu'on avait échangé et parce qu'on avait confronté nos points de vue. Je dis, mais si toi, tu fais un pas là, et moi, si j'allais plus loin. Donc, en fait, c'est grâce à cet échange permanent qu'ils ont réussi à avancer et à aller là où ils n'imaginaient pas qu'ils pourraient aller. Leur collaboration, elle, a pris fin évidemment à cause de la Première Guerre mondiale, où Braque a été mobilisé et ils ont été obligés d'arrêter leurs échanges, mais qui leur avaient permis de pousser au plus loin le cubisme analytique et puis toute cette dynamique des collages. Si nous continuons dans cette idée d'association et de possibilité d'aller plus loin, de cette collaboration, on peut évidemment aussi prendre l'exemple de Matisse et de Derain, qui ont tous les deux exposé au Salon d'automne en 1905. Salon d'automne, et d'ailleurs au Salon d'automne, ce tableau de femme au chapeau, femme au visage vert, a fait évidemment scandale. C'est une histoire qui est très connue, qu'on raconte bien souvent, où les critiques ont dit mais il y avait un petit buste d'enfant qui est au milieu d'une salle et on a dit mais c'est Donatello parmi les fauves. On avait des couleurs qui étaient extrêmement fortes, dit que c'était des couleurs tellement terribles que c'était des couleurs de perroquet, de cire à cacheter. C'était complètement abracadabrant. Mais ce travail des fauves qui a fait scandale, il a été possible parce qu'il y a eu un été de travail à Collioure, dans le sud de la France, où Matisse et Derain sont allés plus loin, de plus en plus, vers des couleurs qui étaient éloignées de la mimésis. C'est-à-dire qu'on n'essayait plus d'imiter la nature avec des couleurs qui étaient celles de la nature, mais on allait au-delà et on proposait d'autres couleurs. Donc là, ce sont deux portraits extrêmement connus de Derain et de Matisse, et des portraits croisés, puisque ici, Derain a fait Matisse, et ici, Matisse s'est lancé dans un portrait de Derain où on voit bien ce qui fait la caractéristique des peintres fauves. Et là encore, comme les impressionnistes, c'est une expression qui a été choisie par des critiques d'art. Eh bien, ces couleurs, elles ont été obtenues de façon progressive. Et si on les regarde, par exemple, vous voyez ici, la mer est encore bleue chez Derain, avec ce port de pêche. Ici, dans cette moulade, on voit encore une mer bleue, des falaises roses, mais si je les reprends, mais en fait, ces couleurs, elles ont été obtenues par un travail progressif
de la couleur qui s'est détaché de plus en plus de l'imitation des couleurs naturelles. Mais ça s'est fait de façon progressive dans le cadre d'une collaboration quotidienne. Donc, c'était encore une façon de regarder, tel que je l'imagine, votre métier de médiateur, d'aller encore plus loin parce qu'on élabore ensemble et pas à pas dans des choses, dans des directions qu'on pouvait ne pas imaginer en fait. Dans une deuxième partie, je voudrais évoquer avec vous l'idée de la confiance et puis je pense qu'on arrêtera, j'arrêterai de parler vers 9h15 pour que nous puissions échanger et si vous avez des commentaires à faire, on pourra continuer ensemble. On aime bien vous poser des questions, gardez 20 minutes pour comprendre. Très bien, eh bien écoutez, alors on va évoquer la confiance et puis après nous pourrons continuer ensemble. Alors, faire confiance aux hommes, et puisqu'en fait, il n'est de richesse que d'hommes, et c'est d'abord une affaire d'hommes, hein, comme rappeler les hommes, je ne bâtis qu'avec des pierres vives des hommes, mais en fait, quand on est dans une situation d'arbitrage, plus que jamais, on ne choisit pas les gens avec qui on travaille, puisque on a un statut, enfin la personne qui est en face de vous n'est pas un ennemi, mais enfin c'est quelqu'un qui n'a pas le même avis que vous, et donc en fait il faut rassembler des gens qui a priori ne sont pas prêts à se faire confiance, puisqu'on est arrivé à cette situation d'opposition qui fait appel à l'arbitrage et à la médiation. Et donc, en fait, c'était cette idée de la confiance qu'il faut faire à des gens qui ne vous ressemblent pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi c'est une œuvre que j'ai découverte en habitant à Washington, puisqu'elle est exposée dans un musée qui s'appelle le Hirshhorn Museum, qui est très connu parce qu'il est sur le Mall et il a une forme de gâteau rond. C'est-à-dire qu'en fait, le musée lui-même est une œuvre d'art. Il n'a pas de fenêtre extérieure, c'est un énorme cercle. Et à l'intérieur, il y a une collection d'art contemporain qui a d'abord été commencée par un monsieur Hirshhorn. Donc en fait, c'est cet artiste que j'ai découvert en arrivant à Washington et qui, lui, s'est vraiment intéressé. Donc, ce sont des sculptures en résine, qui est australien, il est toujours vivant, il est né en 1958, et il s'intéresse en fait à la représentation de façon hyper réaliste, mais jamais à l'échelle humaine. Donc, c'est toujours beaucoup plus gros. Là, c'est des photos qu'on trouve sur Internet. Là, on voit des jeunes visiteurs qui sont à côté de cet énorme bébé qui s'appelle le gros homme ou qui n'a pas de titre. L'artiste, là, il nous invite en fait il veut déstabiliser le spectateur et en le provoquant par un changement d'échelle. On est habitué à voir des gens de la même taille que nous, mais comment réagissons-nous devant le beaucoup plus grand, devant le beaucoup plus petit? Bon, ça, c'est très traditionnel, hein, c'est vraiment une approche qu'on connaît justement avec Rabelais, Gargantua, Pantagruel, mais chez les anglo-saxons avec Jonathan Swift et puis Gulliver. Donc, en fait, c'est cette idée du rapport d'échelle. Donc, comment réagir quand on est en face d'une approche qui est vraiment complètement différente de la nôtre. Juan Mueck s'est aussi intéressé, alors ça c'est un autre travail, il travaillait aussi avec des vêtements, puisqu'en fait les deux vieilles dames sont habillées ici. Alors évidemment, il y a des tas de choses à raconter, puisque comme tous les artistes contemporains, ils veulent être bien sûr qu'on comprenne ce qu'ils veulent dire. Donc, il y a des dizaines d'interviews, d'articles où il explique son approche, qui est celle de
de la déstabilisation. Et on lui demande, mais pourquoi vous changez d'échelle? Il dit, ah, mais parce que je veux interroger le spectateur, je veux le mettre mal à l'aise. Et il s'intéresse toujours à des moments de la vie, la souffrance, l'amour, la mort, la naissance, et puis tous les gens qui sont bizarres, qui sont étranges. Et là, encore, une photo qu'on trouve très facilement sur Internet, où on voit les visiteurs en train de regarder les œuvres. Donc là, on voyait que les femmes sont beaucoup plus, ces deux petites sculptures sont beaucoup plus petites, tandis qu'ici, on voit une femme malade au lit, alors là, pour le coup, qui est énorme. Voilà, donc, je pense que parfois, dans le cadre d'une médiation, on peut se retrouver dans une situation où on a des gens qui sont vraiment très, très différents de notre façon de penser ou d'aborder les choses. Et dans cette perspective, je vais terminer avec ça avant qu'on passe aux commentaires et aux échanges. Toujours au Hirshhorn Museum, qui est vraiment un musée extraordinaire de Washington, j'ai découvert ce tableau de Lucien Freud. Alors, Lucien Freud, il est très connu d'abord par son grand-père, parce que c'est le petit-fils du psychanalyste fameux, Sigmund Freud. C'est le plus britannique et le plus anglais des peintres autrichiens, parce qu'en fait, sa famille a émigré en Angleterre au moment de la montée du nazisme. Et lui, cet artiste, il a traversé tout le XXe siècle en étant extrêmement fidèle au portrait. Il n'a fait que des portraits alors qu'on était dans toute cette période d'abstraction, de minimalisme, d'expressionnisme abstrait. Enfin, vous voyez bien toute la deuxième partie du XXe siècle. C'est vraiment le développement d'un art très, très conceptuel. Mais Lucien Freud, il est toujours resté fidèle au portrait. Et là, il s'est intéressé à un homme qui s'appelait qui était comment dirais-je, un personnage homosexuel très novateur de la scène underground de Londres dans les années 80, un homme Lee Bovary, un homme qui faisait des performances, qui avait toujours des costumes extrêmement fantastiques, qu'il faisait lui-même, et il se mettait lui-même en exposition. C'était le grand temps du début des performances dans les années 80, et vous voyez ici, il a des petits trous noirs dans les joues, parce que en fait, c'était l'influence punk. Il avait des épingles à nourrice qui lui créaient un sourire artificiel. Donc en fait, il avait un faux sourire qui tenait avec une immense épingle à nourrice. Là, je l'ai choisi parce que et Lucien Freud aurait pu le représenter avec tous ses vêtements flamboyants qui faisaient toute son identité, mais en fait, il a voulu le présenter dans sa vulnérabilité, dans sa nudité. Et puis la nudité, c'est aussi une référence à l'art classique, à l'Antiquité, les académies. Le nu, en fait, c'est vraiment le summum de l'art pour un artiste et pour montrer sa dextérité au dessin. Donc là, la posture de Lee Bovary, elle n'est pas du tout classique, elle n'est pas du tout traditionnelle. Il est allongé par terre sur un tas de chiffons, dans une pièce qu'on ne voit pas, là, il est sur le parquet et il a une jambe très mal posée sur un matelas qui n'a pas l'air très net, vous voyez, parce qu'il est un peu grisâtre et verdâtre. Donc, en fait, ici, tout est original. La palette brune, green, très terne, un tas de draps qu'on peut imaginer sales et une posture qui n'a rien de noble, qui n'est pas du tout académique, avec une jambe très mal posée, une autre jambe qui est repliée. Et donc, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que c'est un tableau qui était exposé dans une salle à côté du gros homme, là, de la sculpture sans titre de Ron Mueck. Et on dit, en fait, quand on est dans une situation, je me dis, c'est vraiment une image d'arbitrage, ça, parce que quand on est dans une situation où il faut réconcilier des contraires, il faut réconcilier des opposés, et en fait, on a en face de soi des gens à qui il faut faire confiance, mais des gens qui pourraient être comme Nude with a Leg Up, ou comme
ce gros homme de Ron Mueck, où il faut que, en fait, on se fasse violence pour faire confiance à des gens qui ne raisonnent pas forcément comme nous ou alors comme notre client. Voilà, je m'arrête là et j'attends vos commentaires avec curiosité. Qui se lance? Première question. Je veux bien. Vas-y, Eric. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Si je comprends bien, vous vous êtes placé du côté du médiateur, mais en voyant les tableaux d'Ambroise Vollard, oui. je me suis dit, mais finalement, c'est une super introduction en médiation. Présenter les différentes facettes de ce personnage fait par différents peintres et que les médias comprennent que un même sujet peut avoir plusieurs facettes et peut-être leur permettre d'aller, enfin pour reprendre ce que vous disiez sur Manet et Monet, d'aller sur la rive d'en face. Et je trouve qu'effectivement, passer par la peinture en préambule pour déjà mettre en situation les médias qui de temps en temps sont un petit peu réfractaires à ce qu'on fait, c'est une super idée. Donc, je vous remercie pour cette excellente idée que vous m'avez donnée. Bon, écoutez, tant mieux. Mais par exemple, l'idée de peindre exactement le même motif, par exemple, Renoir, Monet, il y a un endroit qui s'appelait la Grenouillère, qui était sur les bords de la Seine, qui était vraiment le lieu de vacances, des vacances qui étaient dominicales, hein, parce qu'en fait, c'était le moment où les gens, avec le développement du chemin de fer, les gens pouvaient quitter Paris pour aller en banlieue et avoir, pour le temps d'un dimanche, ils pouvaient canoter, ils pouvaient se baigner. Et donc, en fait, ce lieu de la Grenouillère, c'est assez facile à trouver sur Internet, mais vous pouvez le voir peint par différents peintres. Donc, en fait, ils sont à des endroits différents, mais on reconnaît très bien le paysage, avec une espèce de petite île centrale, des pontons où les baigneurs peuvent se mettre. Et on voit que le même sujet est peint de différentes manières par des artistes différents, mais c'est le même objet. Donc, en fait, ça peut vraiment se décliner. Je vous parle de la Grenouillère parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais si on faisait un certain nombre de recherches. Et pour Vollard, si vous voulez poursuivre dans cette introduction, là, il y a eu plein d'autres tableaux de Vollard par d'autres artistes. Là, je vous ai montré Cézanne et Picasso, mais il y en a eu d'autres. Et d'ailleurs, Picasso disait, Vollard, et ça c'est une citation qui est très facile à retrouver, si vous mettez Vollard, Picasso, coquette, vous allez la retrouver, en fait, disant que Vollard était la femme la plus, enfin, était comme une femme qui voulait avoir le plus de portraits d'elle. Enfin, s'il y avait eu des selfies, je pense que Vollard aurait eu beaucoup de selfies. Vous voyez, il était très désireux d'avoir des portraits de lui-même. Il acceptait toujours de poser. Mais ça veut dire que ce même personnage donc était représenté de façon extrêmement différente par des artistes qui étaient tous dont il était le marchand. Merci bien. Autre question? Je comprends bien voir la rive du côté d'en face. J'ai du mal à transposer le tableau où la personne se présente nue with the leg up parce que les gens, ils se cachent en médiation. Il faut aller les chercher. Ils ne sont pas du tout dans une posture… dans une posture ouverte. Ou de se présenter complètement nus. Il faut aller au contraire les chercher pour la médiation, pour qu'ils se livrent un peu. Tout à fait. En fait, j'avais choisi cette image parce que, telle que je voyais la médiation de loin, c'est que enfin, quand je présente cette histoire, évidemment, je me projette un peu moi-même, mais je me dis, moi, je me sens plus à l'aise avec des gens qui vont être habillés, qui vont être assis sur une chaise, avec une posture normale, vous voyez, enfin normale, plus traditionnelle. Et je me disais, en fait, quand on est sur un dossier avec deux parties adverses, qui vous choquent ou qui vous font peur ou qui sont tellement surprenantes qu'on ne sait pas très bien par quel bout les prendre. Moi, j'imaginais la partie opposée
comme Man with a Leg Up, ou pas forcément quelqu'un qui va se dévoiler complètement, justement qui ne va pas se dévoiler, mais qui ne va pas m'inspirer confiance à première vue. Et donc, il va falloir bâtir cette confiance pour avancer avec des gens avec qui, a priori, on n'a pas envie de prendre un café. D'accord. La confiance est importante, c'est sûr, de bâtir la confiance avec des gens vers qui on n'irait pas spontanément, c'est important aussi, bien sûr. Voilà. Autre question, vous en avez certainement beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, pardon, vas-y. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le passage permanent d'une vision d'ensemble à du particulier, c'est-à-dire du zoom. Dans la médiation, on est toujours en train de regarder de loin les choses et puis souvent d'aller dans le détail. Et là, tout ce que vous avez donné sur l'art, me semble-t-il, est le passage permanent d'une vue d'ensemble à une vue très, très spécifique et très particulière. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, je vais passer un peu vite sur d'autres images. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Alors ça, c'est une image qui est évidemment très, très connue. Un portrait d'un vieil homme et d'un jeune enfant de Ghirlandaio qu'on peut voir au musée du Louvre. Et en fait, cette image, elle est très souvent utilisée, donc j'imagine que vous la connaissez, mais c'est exactement ce que vous dites, monsieur, c'est-à-dire que vous voyez là, on a deux personnes qui se font confiance, on le voit bien dans le regard, un vieil homme moche qui est présenté de trois quarts, et puis un enfant avec un profil angélique, donc là c'est une autre, dans la composition là c'est deux profils, un profil angélique, des boucles blondes qui est vraiment dans la beauté, dans l'innocence, et en fait ces personnes à un bout à l'autre du fil de la vie se regardent et se font confiance, et ce qui est très intéressant et ce qui est quand même assez rare là, c'est l'ouverture vers le monde. Donc, en fait, c'est exactement ce que vous dites, monsieur, c'est-à-dire la confiance qui rend possible l'ouverture. On va aller vers ailleurs, qui sera ce que vous aurez bâti et établi dans le cadre de votre arbitrage. Et, alors évidemment, si on regarde ce tableau en suivant les analyses des historiens d'art, en fait, on a le chemin de la vie qui se dessine, donc, et le chemin de la vie qui est entre les deux personnages, et avec une colline boisée qui est celle du printemps de la vie, et puis la colonne, la montagne, la colline aride, dépouillée et desséchée de la fin de la vie. Donc, c'est à la fois un portrait un portrait en mémoire et puis un portrait d'illustration du déroulement de la vie. Myriam ? Oui, bonjour. Merci, c'est très intéressant et c'est vrai que c'est fantastique ce que l'art peut nous montrer. Moi, mon expérience, en tous les cas, mon ressenti de l'art souvent quand je vais à une exposition, c'est l'histoire qu'on me raconte. Et j'ai un petit peu, quand je vous entends, si je ramène ça à la médiation, je dirais chacun vient nous raconter son histoire pour nous amener vers lui. Et c'est vrai que cette image de Freud, notamment, de mettre à nu la personne, finalement, c'est un peu ça qu'on recherche, nous. C'est-à-dire que d'une part, on doit s'approcher de la rive, comme vous l'avez très bien montré dans les premiers tableaux de Manet et de Monet, mais également mettre à nu. Et c'est vrai que moi, je trouve que cette image de Lucien Freud, elle est très forte, parce que finalement, quand on est habillé, on est dans un rôle, on est dans ce qu'on veut montrer à l'autre. Et nous, notre rôle de médiateur, c'est d'aller quelque part essayer d'ébranler tout ça pour montrer à l'autre un autre aspect de l'autre personne pour essayer de les rapprocher. Ce n'est pas très facile pour nous, mais je trouve que l'art illustre finalement très très bien cela. Alors je ne sais pas si comme Eric, je m'amuserai à montrer des tableaux un jour, mais je trouve ça passionnant. Merci beaucoup. Mais vous, alors, madame, vous parlez exactement comme Lucien Freud, parce qu'en fait, il l'a vraiment expliqué. En fait, ce Leigh Bovary, il était très connu sur la scène londonienne parce que justement, il était toujours habillé, mais habillé d'une façon extrêmement flamboyante. Enfin, c'était des costumes de scène. Enfin, c'était le costume et le maquillage, c'était vraiment
partie de sa performance. Donc, le fait que Lucien Freud ait vraiment le montré, enfin, il n'existait que par ses costumes. Donc, en fait, le fait que Lucien Freud ait voulu le montrer dans sa nudité, sa vulnérabilité, c'est vraiment une démarche et d'acceptation aussi de Leigh-Bowery, parce qu'en fait, c'était la première. Il acceptait d'avoir des. Parce qu'il y a toute une série, hein, il y a 4 ou 5 portraits, avec notamment en contre-plongée, où il est sur une immense table, des tableaux monumentaux, toujours dans un nu traditionnel antique académique, alors qu'il n'était pas du tout académique parce qu'il était un peu obèse, donc en fait, ce n'était pas du tout une nudité athlétique d'un Hercule ou d'un Apollon. Et par ailleurs, ce tableau, il pourrait être vu comme obscène, et quand on discute avec les conservateurs du Hirshhorn, en fait, l'achat de ce tableau, qui était très cher d'ailleurs, enfin, vous savez, c'est une décision collégiale prise par le conseil d'administration du musée, parce qu'ils n'ont aucun subside, hein, c'est uniquement des dons des dons de mécènes. Et en fait, ça avait donné lieu à une forte tension, parce qu'on peut être assez prude. En fait, c'est un peu comme l'origine du monde de Courbet, vous voyez. Est-ce qu'on décide de voir ce tableau comme quelque chose d'obscène, ou est-ce qu'on décide de voir ce tableau comme quelque chose d'extrêmement novateur et artistique? Et donc l'achat et l'acceptation dans les collections du Hirshhorn de ce tableau n'a pas été simple, hein. Il y a eu de la médiation justement pour que ça puisse se faire. Il est 9h25. Est-ce que l'un de vous a encore une question? Catherine Boineau, mets ton micro. Oui, bonjour. Je voulais vraiment féliciter Vanessa, parce que c'est passionnant. Tout ce qu'elle nous a dit, ça nous ouvre l'esprit, et je trouve ça génial, et d'autant plus génial que j'avais fait moi-même une chronique, mais alors qui s'intitulait Droit de l'art et médiation, qui n'avait strictement rien à voir avec votre vision, mais qui parlait du développement de la médiation dans les conflits qui concernent le droit de l'art. Et vous devez tous connaître Bruno Aupetit, qui avait dit le droit et l'art entretiennent des relations oscillant entre l'incompréhension ou même l'hostilité et l'interaction. Et alors là, ce qui est vraiment formidable dans votre intervention, c'est que le droit de l'art nous permet d'améliorer notre pratique de médiateur. Et c'était un aspect auquel je n'avais absolument pas pensé. Et je voulais vous en remercier, parce qu'on va tous avoir à l'esprit tout ce que vous nous avez dit quand on va commencer une nouvelle médiation. Et je pense que c'est effectivement une très belle introduction pour expliquer aux parties quel va être notre rôle et ce qu'on va pouvoir obtenir grâce à eux et aussi grâce à vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Une dernière question? On va clôturer en vous remerciant beaucoup, Madame Badré. Mais écoutez, je vous en prie, c'était très intéressant d'échanger pour moi. Mais d'autant, enfin, juste je vois qu'il est 25, c'est les 3 dernières minutes avant que ne sonne le glas de notre séparation. C'est que, comme j'ai fait des études d'histoire de l'art sur le tard, parce que j'étais une vieille étudiante, j'ai choisi un sujet qui était à la frontière entre l'histoire du droit et l'histoire de l'art. Et en fait, on a toujours pensé, en tous les cas, prenons à définir est malhonnête, mais en fait que l'image était peu associée avec le droit. Et quand on pense image, on pense aux caricatures du code pénal dans les années 30, par exemple. Mais en fait, à la Renaissance, on a un certain nombre de corpus juris civilis, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter à la bibliothèque de la Cour de cassation, qui sont absolument magnifiques, des chefs-d'œuvre inconnus. Et en fait, on voit que l'image et l'art, et surtout la mythologie, tout ce qui est fantastique et onirique, est comme dans les traités de médecine, complètement associé à l'art. Donc, en fait, on peut traiter de choses qui sont extrêmement pragmatiques et terre-à-terre, les régimes matrimoniaux, du droit de la propriété, du droit des contrats. Donc, en fait, c'est très concret, surtout le droit des successions. Enfin, ça touche à la vie, à la mort, à la vie humaine, dans tout ce qu'elle a de pragmatique. Mais pourtant, à la Renaissance, on ne se privait pas d'amener le surnaturel, d'amener la transcendance, d'amener la mythologie dans le côté extrêmement pragmatique. Pour en fait montrer qu'il y a, ça aide à réfléchir, ça aide à penser, ça aide à prendre de la hauteur de vue.
Merci, madame. Je vais laisser le mot de la fin peut-être à Hubert. Je vous rappelle, le 8 février, ça sera Isabelle Roire-Messager qui nous parlera de l'injonction. On va redescendre sur Terre. Mais merci de nous avoir fait penser à remettre des images. Une image vaut mieux qu'un grand discours, comme on dit toujours. Donc, c'est très important ce que vous nous avez fait partager aujourd'hui. Hubert, à toi la conclusion. Oui, merci beaucoup Vanessa, c'était absolument passionnant. J'ai remarqué que vous disiez souvent dans vos interventions la médiation telle que je l'imagine. Vous êtes vous-même médiatrice ou médiateur puisque vous faites semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit alors que je sais parfaitement que vous savez très bien de quoi il s'agit. Et c'est aussi une des qualités du médiateur et de votre intervention que de nous faire croire que vous en savez moins que nous, alors que manifestement, vous en savez infiniment plus que nous, notamment sur l'art. J'ai spécialement aimé cette manière que vous avez eu de présenter Braque et Picasso qui se peignaient l'un l'autre. Et c'est vrai qu'en médiation, souvent, on reformule la position, on cherche à reformuler la position de l'autre. Et ces deux images de deux peintres absolument liés par leurs histoires personnelles qui s'auto-peignent ou qui se font des portraits qui ne sont pas des autoportraits, c'est une image que je pense que nous pouvons tous utiliser dans le cadre de nos médiations. Merci beaucoup Vanessa Badré pour cette passionnante et rafraîchissante intervention. Emmanuel, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Oui, moi je vais peut-être remercier à mon tour et au nom de tous les participants, y compris ceux qui ne se sont pas exprimés, Vanessa Badré pour ce moment assez particulier pour nous. Je voulais vous dire, Madame Badré, que finalement, on a eu un moment de formation ce matin. Moi, c'est un petit peu ce qui me reste à l'esprit. Quelquefois, les images sont beaucoup plus, les peintures, l'art est beaucoup plus porteur de messages qu'un long discours. Et j'ai l'impression que nous avons été nourris tous en tant que médiateurs par vos exposés et par la projection des tableaux que vous avez eu la gentillesse de nous commenter. Nous avons vu des choses apaisantes, nous avons vu des choses dérangeantes. Et la médiation, c'est ça, c'est apaisant, mais c'est aussi très dérangeant. Nous avons vu des nus, nous avons vu des personnes qui sont belles, nous avons vu des personnes qui sont laides. Tout ça, c'est le monde de la médiation. Et c'est finalement très, très efficace de s'exprimer à travers l'art, et quelquefois plus efficace qu'un long discours à la formation de la médiation. Voilà. Donc je voulais vous remercier parce que nous sommes, en tout cas, je parle, mais je vois que les commentaires qui ont défilé, je crois que vous nous avez nourris avec votre discours et avec ces images. Merci infiniment, Madame Vanessa Badré. Merci de votre invitation et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Je me permets d'être en complément et hors statut de demander à Madame Badré si elle est parente de Bertrand Badré. Mais c'est mon héros, c'est mon mari. Ah, bah écoutez, je m'en doutais. Saluez-le de ma part parce que moi je m'appelle Philippe Dumas et nous avons été collègues au ministère des Finances il y a un certain nombre d'années. Bon, très bien. Mais écoutez, il est d'origine de la